Avant la publication de Reconnaissance au Maroc, Charles de Foucauld avait rédigé des notes qu'il avait mises en volume et reliées lui-même. 2 de ces notes n'avaient pas été publiées du vivant de l'auteur pour des raisons éditoriales. La troisième pour des raisons sécuritaires, car elle donnait des renseignements dont la teneur pouvait nuire au marabout de Bouljat, au centre du Maroc, si les autorités marocaines, à l'époque, en prenaient connaissance. Ces notes seront rendues publiques pour la première fois dans la biographie de Charles de Foucauld faite par René Bazin et publiée en 1921. Elles seront par la suite insérées dans l'édition de Reconnaissance datée de 1939, précédée d'une courte introduction du comte François Taillepied de Bondy, où il donne des détails sur les circonstances dans lesquelles il aurait reçu le manuscrit. L'auteur, avec sa modestie habituelle, avait jugé que le récit du début de son voyage et le portrait de son compagnon de route, le rabbin Mardoquet, n'étaient pas susceptibles de retenir l'attention des spécialistes en géographie auxquels était destiné le compte-rendu de son exploration. Mais par contre, il pensa que de tels détails pourraient divertir un lecteur plus frivole. Aussi prit-il le soin méticuleux de choisir des feuilles in-quarto du format de son livre et de les régler de légères petites lignes au crayon sur lesquelles il calligraphia, pour ainsi dire, 39 pages, agrémentées à mon intention de minuscules dessins à la plume rehaussés d'aquarelle. Il ajouta au volume les passeports, les lettres de recommandation en arabe, avec, en regard la traduction française par lui, les papiers qu'il estima les plus intéressants, fit relier le tout, et c'est ainsi que je reçus le livre, alors que j'avais à peine 12 ans. Fin de citation. Bien que le biographe de l'auteur parle vaguement d'un des neveux de celui-ci comme récipiendaire du manuscrit, il est difficile d'imaginer de Foucauld confiant en 1888 un document de cette importance, contenant des renseignements dont la divulgation pouvait être nuisible à ses amis de Bouljat, à un enfant d'à peine 12 ans, son cousin en fait, qui à l'époque ne lui témoignait pas beaucoup de respect d'après son propre aveu. « J'ai très à présent à la mémoire, dit-il, ce cousin excellent, si doux, toujours souriant, un peu effacé déjà par ce goût qu'il avait pour l'humilité, ce qui fit que mon frère et moi l'estimions uniquement mis au monde pour se laisser taquiner et pour nous faire des cadeaux. » Fin de citation. Il est à noter que le père du comte, le mari de la cousine de l'auteur, le vicomte Olivier de Bondy, était celui qui avait représenté de Foucauld à la séance d'avril 1885 de la Société de géographie de Paris pour recevoir la médaille d'or décernée à l'auteur. Les 2 premières notes du manuscrit, qui ont été intercalées dans l'édition 1939 entre l'avant-propos et le texte de reconnaissance, sont précédées de ces lignes. « Mon cher François, laisse-moi t'offrir avec cet exemplaire dans mon ouvrage les quelques pages manuscrites que j'y ai jointes. Elles ont été écrites pour toi seul. Ajouter à un in-quarto est téméraire, mais tu ne seras point obligé de lire. La seule chose que je te demande, mon bon François, c'est de voir en ceci une faible marque de la très tendre et très profonde affection de ton cousin le plus dévoué. Je vais te raconter mes premières journées de voyage qui donnent l'idée de toutes les autres. Puis je te dirai quelques détails sur le rabbin Mardoquet, mon compagnon. Dans le cours du volume, j'ajouterai des explications sur une famille de marabouts qui m'a fait bon accueil. Fin de citation. Pour cet audiolivre, on a préféré faire une légère modification dans l'ordre des 2 premières notes pour assurer une transition plus logique. La note sur les marabouts fera suite, quant à elle, à l'épisode de Bouljat. La parole, maintenant, est à Charles de Foucauld. Mardoquet, Abisrour. Mardoquet Abisrour, fils de Yaïch Abisrour, originaire de Mhamil Rozlan, naquit au sud du Maroc, dans l'oasis d'Aqqa, vers 1830. Âgé de moins de 14 ans, il quitta son pays pour compléter ses études théologiques. Il étudia à Marrakech, à Mogador et à Tanger, où il s'embarqua pour la Palestine.
Après être demeuré 1 ou 2 ans en Terre Sainte et y être devenu rabbin sacrificateur, Shochet, il gagna l'Algérie où il passa quelques mois à Philippeville, Skikda, comme rabbin officiant. Puis, se souvenant de sa patrie, il fit voile pour le Maroc et retourna à Akka. Il n'avait pas 25 ans. Séduit par la perspective d'une fortune rapide, il se jeta dans une entreprise audacieuse. Le premier de sa race, il entra à Tombouctou. Son arrivée au Soudan et les débuts de son séjour furent entourés de sombres périls. Il se maintint à force de courage et de ruse. Son négoce prit bientôt une grande prospérité. Avec la fortune vinrent la sécurité, le crédit, la puissance même. En peu de temps, il fut le marchand le plus considérable de Tombouctou. Elle eut alors pour lui 10 ou 12 ans de prospérité et de bonheur. Son commerce consistait dans l'échange des produits du Maroc et du Soudan. Le désert était sillonné des caravanes qui portaient ses marchandises. Sa fortune s'élevait à 200 ou 300 000 francs. Son nom était honoré à Tombouctou et à Mogador et connu de toutes les tribus du Sahara. Chaque année, il venait passer 2 ou 3 mois au Maroc. Vers 1865, il s'y maria. Elle projetait d'emmener sa femme au Soudan et d'y fonder une communauté israélite lorsque sa brillante étoile se voila soudain. En revenant des environs de Mogador, où s'était célébré son mariage, elle reçut à Accra la nouvelle que plusieurs caravanes qui lui appartenaient venaient d'être enlevées par des pillards. Quelques jours après, des musulmans arrivant de Tombouctou lui rapportent qu'en son absence, un de ses frères, laissé à la tête de sa maison, était mort, et qu'aussitôt le chef de la ville avait confisqué le contenu de la demeure du défunt, sous le prétexte de dettes prétendues. Prévoyant de graves difficultés, Mardoké laisse sa femme à Accra chez son père et se hâte de partir seul pour le Soudan. Tous les ennuis l'y attendaient. Le chef refusa de rendre ce qu'il avait confisqué et devint malveillant. L'envie longtemps contenue des concurrents se déchaîna à la vue de la disgrâce et du malheur et éclata en hostilité bruyante. Mardoké sentit que pour le moment, la résidence de Tombouctou ne lui était pas possible. Elle réunit les débris de sa fortune, 40 000 francs, et quitta le Soudan. Elle reprenait triste et découragée cette route du Maroc qu'il avait si souvent parcourue plein de foi et d'espoir. Seul un juif, un esclave noir et un guide arabe très sûr nommé le Mourtar l'accompagnaient. Tous 4 étaient montés sur des chameaux de course, mais haris, et marchaient vite, sans bagages. Mardoké avait converti tout son avoir en poudre d'or. 2 petites outres contenaient le trésor. Elle en portait une, le juif l'autre. Ce n'est pas sans danger qu'une aussi faible troupe s'engage dans le Sahara. D'ordinaire, on le franchit en nombreuses caravanes. Mais les caravanes mettent 30 jours pour exécuter le trajet et monter comme il l'était. Mardoké espérait le faire en 21. Plusieurs fois, il avait ainsi traversé le désert, toujours avec succès. Les 18 premiers jours de route se passèrent heureusement. Les voyageurs ne rencontrèrent pas un être humain. Le Mourtar les conduisait en dehors des directions suivies et les arrêtait à des points d'eau connus de lui presque seul. Il venait de faire halte à l'un d'eux, que Mardoké voyait pour la première fois. C'était un petit marécage bordé de gazon caché au fond d'un cirque de dunes. Les 2 Juifs commençaient à s'y reposer, le cœur plein de joie et d'action de grâce, car ils se voyaient au terme de leur péril. 3 journées les séparaient d'Accra, et ils faisaient leur dernière provision d'eau. Tout à coup, El Mourtar, qui était allé faire le tour du marécage, arrive en courant, l'air très inquiet,
Il vient d'apercevoir à l'autre bord les traces fraîches de nombreux chameaux. Plus de 80 se sont désaltérés ici il y a quelques heures. Reviendront-ils? De quel côté sont-ils allés? Elle y va de la ville, le savoir. El Mortar s'élance sur son Méhari et vole en reconnaissance dans la direction des traces. Mardoké le suit des yeux et le voit s'éloigner dans les dunes, paraissant et disparaissant entre les vagues de sable. Pour lui, il prend à la hâte ses mesures en prévision d'une surprise. Des vêtements musulmans et une paquetie de parfumerie avaient été apportés par précaution. En un clin d'œil, les deux juifs se déshabillent, se travestissent en musulmans, enfouissent la poudre d'or au pied d'un gommier. « Tu t'appelles Moulay Ali, et je m'appelle Moulay Ibrahim, » dit Mardoké à son compagnon. « Nous sommes deux shrifs du Tevilet qui allons au Sahl faire le commerce des parfums. » Une question se pose. Si sans piller, leur esclave dira d'où ils viennent et avouera la présence de l'or. Il faudrait le tuer. Mais ce malheureux n'a pas 20 ans, il a été nourri chez Mardoké dès son enfance. Après des hésitations, la pitié l'emporte. On ne le tuera pas. Ils se remettent à scruter l'horizon, mais n'aperçoivent plus le Mortar. Soudain, il apparaît sur une crête rapprochée, arrivant à toute bride et leur faisant avec le pont de son bournous des signes désespérés. Il court aux montures. C'était trop tard. Le Mortar n'avait pas avancé de 100 mètres qu'au milieu d'une violente poussière, une nombreuse troupe de Méharis se profile, lancée à la poursuite du guide. Des coups de feu retentissent. Le Mortar tombe. Elle était morte. Une balle avait atteint la tête. Un instant après, Mardoké était entouré de 60 Arabes. Sans dire un mot, ils éventrent les sacs qui contiennent les effets, n'y découvrant rien de valeur, et saisissent les deux Juifs et les déshabillent. Mardoké a beau crier, les appeler mécréants, dire qu'ils s'appellent Moulay Ibrahim. Turban, bornous, chemise volent en un instant. « Impie, enlèverez-vous le pantalon à l'enfant du prophète ?» Il n'avait pas achevé, le pantalon avait suivi le chemin du reste. Les vêtements arrachés sont fouillés, retournés, examinés dans tous les sens. On n'y trouve rien. Furieux, les pillards se retournent vers les deux hommes qui sont nus sur le gazon. « D'où vient-il? Qui sont-ils » demandent-ils tous à la fois. « Ils ne sont pas là sans motif. Ils ont des marchandises. Ils doivent venir du Soudan. Ils ont de l'or. Où est-il? Qu'ils parlent, qu'ils avouent, par Dieu, on les tue sur l'heure. » En criant, elles les poussent, les tirent et brandissent leurs armes. Or, à leur langage, Mardoké a reconnu des Arabes du Sahel, région peu éloignée de sa patrie. À l'instant, il change de plan et se mettant à rire. « Ya, que le dites-vous que vous êtes des guivettes? Je suis des vôtres. Que Dieu maudisse Moulay Ibrahim et Moulay Ali. Nous nous appelons Mordechai et Ishaq, et nous sommes des Juifs d'Aqqa. Vous ne ferez pas de mal à de pauvres Juifs, vos serviteurs. Comment aurions-nous de l'or? Nous revenons d'Aqqa, et nous nous rendions dans votre tribu même vous vendre des parfums. Voyez notre paquetis. » Ce discours jette le doute dans l'esprit des pillards. L'accent et le visage des deux hommes sont ceux d'Israélites. Les boîtes de parfums semblent indiquer qu'ils disent vrai. Ils fouillent une seconde fois les bagages. Mardoké avait changé de plan parce qu'il sentait que s'il persistait à se dire « shrif », on prendrait ce qu'il avait et on le tuerait pour éviter les représailles. Juif, on lui prendrait tout, mais peut-être lui laisserait-on la vie, n'ayant pas de vengeance à redouter de lui. À aucun prix il n'avouerait avoir de l'or, ce qui accroîtrait son péril. Les Arabes ne trouvaient définitivement rien, et tout leur montrait la sincérité de Mardoké. Et ils se disposaient à emmener les Méharis et l'esclave avec le bagage et à laisser les deux Juifs se tirer d'affaire comme ils pourraient. Nus, sans nourriture, sans guide, ils regagneraient Aqqa, ou mourraient en route, à la grâce de Dieu. Mardoké gémit, pleure, supplie qu'on lui laisse au moins un chameau et une outre,
On le repousse durement. Il s'attendait à ce refus. Sa demande était une comédie. En réalité, elle était content. Il gardait la vie et son or, et connaissant le pays, atteindrait facilement Akka. Dans moins d'une heure, quand les Arabes auraient disparu, il partirait. Ces spoliateurs chargent ces méharis et quelques-uns déjà se mettent en marche. Tout à coup, l'un d'eux, en consolidant le bas d'un des 4 animaux, aperçoit par une déchirure des brins de paille du rembourrage. Elle en tire un. « Ya, revenez, ya, revenez !» s'écrie-t-il. « De la paille du Soudan, le Juif a menti, et vient du Soudan. » En moins de 2 minutes, tous les Arabes se pressent sur Mardochée. « L'or, l'or !» est le seul cri qu'on entende. « Par Dieu, je n'en ai pas. Par notre Seigneur Moïse, je n'en ai pas. Oh, mes seigneurs, je n'en ai pas, je n'en ai pas. » Plus d'histoire. On lui met un poignard sur la gorge. « Où est-il ? Je n'en ai pas. » On enfonce un peu l'arme, le sang coule. « Je n'en ai pas, » murmure-t-il à demi évanoui. La question recommencera lorsqu'il sera remis. Pendant qu'il reprend ses sens, on passe à l'autre juif. Il voit couler son sang sans avouer. On le laisse pâmer et en court à l'esclave. « D'où viens-tu ?»« Timbuktu. »« Tes maîtres ont-ils de l'or ?»« Non. » À son tour, il sent la pointe d'une lame s'appuyer sur sa gorge. Le pauvre nègre tremble. « J'ignore s'ils ont de l'or, » gémit-il. « Ils ont creusé tout à l'heure au pied de cet arbre. Voyez. » C'était inutilement que Mardochée et son compagnon s'étaient laissés blesser, presque égorgés. Leur secret était découvert. Mardochée était ruiné, et probablement on le tuerait pour empêcher toute vengeance après un vol aussi considérable. Pour la seconde fois en ce jour, la sécurité faisait place à un danger suprême. Il ne fallut pas longtemps pour déterrer le trésor. Qui peindra l'allégresse des Arabes à la vue de tant d'or ? Il ne fut plus question de partir. On tua un chameau et on ne pensa plus qu'à manger pour fêter une telle prise. Les 2 Juifs passèrent cette journée et la nuit au milieu du cercle des Arabes, assistant à leur réjouissance sans savoir ce qu'ils deviendraient. Le lendemain, les Arabes voulurent diviser l'or entre eux. Ne sachant comment faire 60 parts égales, ils ordonnèrent à Mardochée de faire le partage. On mit entre ses mains la petite balance trouvée dans ses bagages. Et durant 2 journées, il dut peser son propre or sous les yeux de ses ravisseurs et s'ingénier à leur en composer 60 parts semblables. Le malheureux regardait cela comme un répit. Il s'attendait à être égorgé dès qu'il aurait achevé sa besogne. D'ailleurs, n'allait-il pas périr de faim ? Tout aliment lui était refusé. Il se nourrissait d'herbes depuis sa captivité. La plupart des pillards étaient des rghibet. Quelques ouladbleim les accompagnaient. Le second jour du partage, Mardochée entendit un des hommes qui l'entourait parler de la tribu des Shkarna, comme en faisant partie. « Y a-t-il aussi des Shkarna parmi vous ?» demanda Mardochée. « Oui, nous sommes 5 Shkarna ici. Un tel, un tel, un tel. » Quelques heures après, les Arabes s'étaient disséminés pour faire la sieste. Mardochée se dirigeait vers le Shkarni. Note. Singulier de Shkarna. Un Shkarni. Des Shkarna. Fin de note. Mardochée se dirigeait vers le Shkarni qui lui avait parlé et tombait à ses pieds, la main attachée à son burnous. « Par Dieu et votre honneur, Dieu me met sous votre protection. Ne me la retirez pas. J'ai une biha,
Note. La dviha est l'acte par lequel on se place sous la protection perpétuelle d'un homme ou d'une tribu. C'est une anaya, contrat de protection limité dans le temps. C'est une anaya prolongée. Fin de note. J'ai une dviha sur les shqana. Je m'appelle Mordechai Abisrour. Un tel d'entre vous est mon Seigneur, par Dieu, et votre honneur. Sauvez-moi. Montrez que les shqarna défendent leurs clients et que leur sauvegarde n'est pas vaine. Le shqarni se trouvait parent du seigneur de Mardoké. Il répondit que pour l'or, il ne pourrait pas le faire rendre, d'autant plus qu'on l'avait pris avant la connaissance de la dviha, mais qu'il garantirait la vie des deux juifs, et ne pouvait prendre d'autres engagements à cause du petit nombre de shqarna présents au Orzou. Note. On appelle Orzou des troupes de partisans qui se réunissent pour exécuter de coups de main. Razia. Les Orzous n'ont pour but que le pillage. Ils opèrent soit contre les caravanes et les voyageurs, soit contre des tribus ennemies. Fin de note. Le soir du même jour, le partage terminé, les Arabes tinrent conseil. On discuta ce qu'on ferait. Il fut résolu qu'on battrait le désert dans la même région. Puis on parla de Mardoké. La plupart étaient d'avis de le tuer avec son compagnon. Les 5 shqarna s'y opposèrent. Mardoké, reconnu client de leur tribu, était désormais, déclarèrent-ils, sous leur protection. Une discussion violente s'engagea. Le chef d'Urzou, un Rgibi, note. Singulier de Rgibet, un Rgibi, des Rgibet. Fin de note. Un Rgibi voulait la mort des Juifs. Ces Rgibet criaient avec lui. Les shqarna furent fermes, et quand on les vit prêts à combattre plutôt que d'abandonner les suppliants, on leur céda. Mardoké mena une triste vie pendant la semaine qui suivit. L'Orzou avait repris ses courses. Il parcourait souvent 50 kilomètres par jour, à une allure rapide. Les deux Juifs couraient nus à côté des montures des shqarna dont ils n'osaient s'éloigner. La faim les tourmentait. Leurs protecteurs, n'ayant que le strict nécessaire, ne pouvaient rien leur donner. Des herbages, les eaux que jetaient les musulmans tout impurs qu'ils étaient, une pincée de thé obtenue par charité furent pendant cette période la seule nourriture de Mardoké et de son compagnon. Combien de temps se prolongerait cette existence? Mardoké se le demandait accroupi près d'un puits où l'on campait le 8e jour. En vain il avait prié les shqarna de le conduire à Akka, et lui avait répondu que s'il se séparait d'Urzou, celui-ci, le pacte d'union rompu, les poursuivrait et les attaquerait après leur départ. L'objection était fondée. Et Mardoké n'insista pas. D'où viendrait donc la délivrance? Arriverait-elle à temps? Les Arabes étaient disséminés par petits groupes, dormant, se reposant, réparant les harnachements, les chameaux paissaient à l'aventure dans la large vallée où était le puits. Soudain, un tourbillon de poussière apparaît au bout de la vallée. Il approche comme un ouragan. Quelques Arabes se lèvent, effarés. Aucun n'a encore saisi ses armes, et le nuage est là, s'arrête et montre 200 cavaliers montés sur des méharis. Un homme en sort et marche au Rgibet. Son chameau blond se couche. Il pose sur la tête de l'animal un de ses pieds chaussés de hauts brodequins, et mettant en joue le chef des Rgibet. Que Dieu maudisse les Rgibet et leur patron. Que Dieu fasse brûler vos pères et vos ancêtres. Vous avez opprimé nos frères et voulu mettre à mort nos clients. À cette heure, vous êtes à notre merci. Ya Kouar, qui n'avait de cœur que contre les Juifs. Vous allez apprendre ce qu'est la parole d'homme.
C'était le chef des Shrana qui parlait ainsi. Célèbre dans le Sahara pour son éclatant courage, on le reconnaissait de loin à sa blanche monture, mieux dressée que le meilleur cheval et instruite à obéir à sa voix. L'homme qui avait pris Mardochée sous sa protection avait envoyé un serviteur l'avertir des dangers que couraient les Shrana et leur protéger. Il venait tirer ses frères des mains d'Ergibet. Les Shrana n'usèrent de leur avantage que pour emmener les leurs et les deux Juifs. Mardochée, renvoyé à Akka sous bonne escorte, retrouva enfin sa maison. Quant à Urzou, cette aventure lui porte malheur. Étant allé attaquer une fraction des Brabers, il fut si vigoureusement reçu que son chef et la plupart des cavaliers furent tués et que très peu revinrent. Le Sahara se souvient encore après 20 ans du désastre de ce Urzou. Mardochée était de retour à Akka qu'il avait cru ne jamais revoir, mais il revenait ruiné, et un plus grand chagrin l'attendait. Pendant son absence, son père et sa mère avaient quitté ce monde. Leur héritage aurait dû être considérable, et se trouva peu de choses. Mardochée, froidement accueilli par ses frères, qui avaient sans doute soustrait une partie de la succession, résolut d'abandonner un pays où il avait trouvé tant de tristesse. Vendant ce qui lui restait, il alla une dernière fois sur la tombe de ses parents, en détacha un petit fragment, relique qui ne devait plus le quitter, et partit avec sa femme pour Mogador. Là commence une nouvelle période dans la vie de Mardochée, période remplie par ses relations avec les Européens et qui embrasse le reste de son existence. À Mogador, il fut découvert par M. Baumier, consul de France, orientaliste consciencieux et membre zélé de la Société de géographie. M. Baumier le mit en rapport avec cette société laquelle le fit venir 2 fois à Paris et le chargea de missions dans le Maroc méridional. Dans ses voyages en France, Mardochée entra en relation avec l'Union israélite universelle et avec divers savants tels que le docteur Cosson qui, par les secours qu'ils lui donnèrent et les missions rétribuées qu'ils lui confièrent, l'aidèrent à vivre pendant quelques années. Mardochée fit ainsi, de 1870 à 1878, 2 ou 3 itinéraires pour le compte de la Société de géographie et plusieurs collections de plantes pour le docteur Cosson. Ces travaux ne répondirent pas à ce qu'on avait attendu, car à la fin de ce temps, on cessa de lui en confier. Sur ces entrefaites, M. Baumier mourut. Le gagne-pain et le protecteur disparaissaient en même temps. Sans moyen d'existence à Mogador, il était mal vu de ses coreligionnaires, Mardochée s'embarqua pour l'Algérie avec sa femme et ses enfants, et appuyé par la Société de géographie, demanda au gouvernement français une place qui lui fournit de quoi vivre. On le nomma rabbin instituteur à Oran, puis à Alger. Un jour de février 1883, j'étais à la bibliothèque de cette dernière ville, causant avec le conservateur M. McCarthy. Lorsque nous vîmes entrer un juif de 50 à 60 ans, grand, fort, mais voûté et marchant avec l'hésitation de ceux qui ont mauvaise vue. Quand il fut prêt, je vis qu'il avait les yeux rouges et malades. Il portait une longue barbe noire mêlée de poils blancs. Sa figure respirait plutôt la bonhomie et la paix qu'autre chose. Elle était vêtue à la mode syrienne. Un cafetan grenat serré par une ceinture lui tombait jusqu'aux pieds. Par-dessus pendait un manteau de drap bleu de même longueur. Il était coiffé d'une calotte rouge entourée d'un turban noir. À sa main était une tabassière où il puisait continuellement. Ses habits autrefois riches étaient vieux et malpropres, et toute sa personne révélait un homme pauvre et négligent. « Qui est ce juif ?» demandai-je. « C'est votre affaire. Un homme qui a passé toute sa vie au Maroc, est né à Akka, a infiniment voyagé, été plusieurs fois à Timbuktu, et peut vous donner des renseignements précieux.
C'est ce rabbin Mardoché dont il est question dans les bulletins de la Société de géographie. J'allai à Mardoché et le questionnai. Jugeant qu'il pouvait me fournir de bonnes indications, je pris son adresse et allai le voir. Un musulman de Mascara avec qui je devais partir pour le Maroc, m'ayant écrit sur ses entrefaites qu'il ne pourrait m'accompagner par suite d'affaires de famille, je proposai à Mardoché de l'emmener à sa place. Elle y consentit, à la condition que je prendrais le costume israélite. Je ne vis que des avantages à ce déguisement. Restait à faire mes conventions avec Mardoché. M. McCarthy, muni de mes pouvoirs, se chargea de la négociation, et après de longs débats, rédigea un écrit que Mardoché et moi signâmes, et qui resta à la bibliothèque d'Alger. En voici le résumé. Mardoché laisserait à Alger sa femme et ses enfants durant tout mon voyage. Il m'accompagnerait et me seconderait fidèlement en tous les lieux du Maroc où il me plairait d'aller. De mon côté, je lui donnerais 270 francs par mois. 600 francs lui seraient remis avant le départ, le reste au retour. Si mon absence durait moins de 6 mois, il recevrait cependant 6 mois d'appointement. L'entretien de Mardoché durant le voyage serait à ma charge. Si Mardoché m'abandonnait au cours du voyage sans ma permission, il perdait par là même ses droits à toute rémunération pour le temps passé avec moi, quelle que fût la durée de ce temps, et il devenait lui-même débiteur envers moi des 600 francs qui lui avaient été donnés d'avance. L'obligation pour mon compagnon de laisser sa famille à Alger me garantissait contre toute idée de trahison de sa part. L'article par lequel il perdait sa rémunération en me quittant, malgré moi, m'assurait qu'il ne m'abandonnerait pas. Ces deux clauses, inspirées à M. McCarthy par sa connaissance des Juifs algériens, sauvèrent le succès de mon voyage et probablement ma vie. Que de fois Mardoché voulut me laisser, et que de fois les conditions souscrites le retinrent seul. Ces conventions furent signées en mai 1883. Quelques jours après, le 10 juin, Mardoché et moi partions ensemble pour le Maroc. J'ai peu parlé de Mardoché dans la relation de mon voyage. À peine l'ai-je mentionné. Sa part fut grande pourtant, car elle était chargée des relations avec les indigènes et tous les soins matériels retombaient sur lui. Discours aux Juifs et aux musulmans, explications sur les motifs du voyage, organisation des escortes, recherche du logis et de la nourriture, et s'occuper de tout cela. Je n'intervenais que pour approuver ou dire non. Intelligent, très trop prudent, infiniment rusé, beau parleur et même éloquent, rabbin assez instruit pour inspirer de la considération aux Israélites, il me rendit de grands services. Je dois ajouter qu'il se montra toujours vigilant et dévoué à veiller à ma sûreté. Si j'ai eu tant de services, c'est parce que celui qui me les rendit fut en même temps, par sa mauvaise volonté, un obstacle constant et considérable à l'exécution de mon voyage. Tout en contribuant au succès de mon entreprise, il fit du premier jour jusqu'au dernier tout ce qui fut en lui pour la faire échouer. En quittant Alger, Mardoché, qui ne connaissait du Maroc que les environs d'Arqa et le littoral, croyait partir pour un voyage facile et sans danger. Je lui avais détaillé les lieux que je voulais visiter, mais comme il ne connaissait même pas les noms de la plupart, cette énumération n'éveilla aucune idée dans son esprit. Au reste, il se disait sans doute qu'une fois au Maroc, il ferait ce qu'il voudrait d'un compagnon si jeune et modifierait à son gré mes projets. Or, la route se trouva pleine de périls, et il ne put rien changer à mes desseins. Elle eut là une double déconvenue pour lui. Les conditions du voyage furent en fait très différentes de ce qu'il les avait pensées. Il ne s'y résigna pas, sans lutte. De là nos démêlés. Dès Nemours, Drazouet, nous eûmes de graves discussions. Il parla de retourner à Alger. Le Rif en était cause. Au premier mot des dangers de cette région, il déclara ne pas vouloir y entrer.
Je lui ai ordonné de chercher les moyens d'y pénétrer, et je les cherchai moi-même. À Tétouan, la même querelle dura 15 jours. À Fès, il se renouvela avec une violence extrême, et là Mardoké fut réellement sur le point de me quitter, tant il redoutait la route qui me conduisait à Bouljad. Depuis Fès, la dispute ne cessa pas. 2 motifs la faisaient renaître chaque jour. Mardoké ne voulait pas suivre l'itinéraire que j'avais fixé, et il voulait voyager lentement. J'étais décidé, au contraire, à exécuter exactement mon plan primitif, et je tenais à marcher sans perte de temps. Sur le premier point, je ne cédai jamais à partir de Fès, et mon itinéraire s'exécuta selon ma volonté. Sur le second point, je n'eus pas le même succès, et malgré mes reproches, nous avançâmes avec une grande lenteur jusqu'à mon départ de Tessint pour Mogador. Si la fin de mon voyage s'exécuta plus vite, c'est que je promis à Mardoké une gratification si nous étions à l'Al-Lamarnia le 25 mai. Entre ces 2 parties de mon voyage, je faillis me séparer de Mardoké. Lorsque j'allais à Mogador, je le laissai à Tessint et partis avec un musulman, le Hajj Bourhim, excellent homme dont je ne puis assez me louer. Je voyageai avec lui du 9 janvier au 31 mars 1884. De retour à Tessint, je lui proposai de remplacer Mardoké et de m'accompagner jusqu'en Algérie. Il avait accepté et j'avais déjà donné à Mardoké son certificat et la somme nécessaire pour regagner Alger quand un obstacle empêcha le Hajj Bourhim de partir. Je repris Mardoké, qui en fut trop pour eux. Si j'eus à me plaindre de la mauvaise volonté de Mardoké, elle est juste de dire qu'il ne fut inspiré par aucune intention désobligeante à mon égard. La crainte du péril causa son opposition à mon itinéraire. L'amour du repos et l'intérêt qu'il avait à prolonger des services payés au mois entretinrent sa lenteur. Après son retour du Maroc, en 1884, Mardoké ne sortit plus d'Alger. Usé par les labeurs de sa carrière aventureuse, il ne devait plus vivre longtemps. Le mois de mars 1886, mon compagnon quitta ce monde. Dans le prochain épisode, on partira en voyage avec le jeune explorateur qui, en cours de route algérienne, donnera encore des détails, mais de première main, sur son réticent compagnon de périple. Il dévoilera ainsi un côté de la personnalité du rabbin qui ne manquera pas de mettre le récit précédent de Mardoké sous un éclairage différent. Veuillez abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube et soyez au rendez-vous de Reconnaissance au Maroc.